Bienvenue dans Chasse Passion. Vincent Lalande tente d'approcher le sanglier dans un territoire du bord de Loire. Il nous fait partager la technique de la chasse à l'arc. Ensuite, nous visiterons le musée de la Vénerie à Senlis. Le territoire que Vincent Lalande a choisi ce matin est un terrain de biotopes variés, situé en bord de Loire, c'est-à-dire là où les animaux sont remisés. Petits sangliers qui ont fait leur nuit. Il y a une bande de petits sangliers qui ont fait leur nuit qui correspond à l'animal que nous pouvons chasser aujourd'hui. En taille. On va essayer de les trouver. La chasse à l'approche est un acte solitaire. Muni de jumelles, Vincent prend connaissance de l'animal dans un bois assez dense. Toute l'action de chasse réside dans son comportement. Il doit maîtriser toutes les circonstances de chasse. Son approche, les masses qui se déplacent avec l'odeur de l'homme. À portée de tir de l'animal, il devra rapidement juger les lieux et armer l'arc d'un geste ample. Le moment de tirer sera défini par une intuition éduquée, comme il aime à le dire. Un entraînement, oui, un entraînement, en fait, par l'entraînement, on cherche surtout à acquérir un geste. Parce que toute la précision du tir en action de chasse, la précision du tir, en fait, il n'y a pas de précision recherchée par un entraînement sur cible. C'est-à-dire que la flèche doit suivre le regard. C'est le but. Parce qu'on chasse, on regarde le point de l'animal que l'on veut atteindre, la zone vitale, et la flèche doit y aller. On ne doit pas s'occuper, contrairement à la cible, de prendre une position très académique où on placera un viseur avec tout un tas de choses dessus. Là, on regarde, on fait le geste et paf, et la flèche y est. En clair, il faudrait qu'il y ait une osmose entre le tempérament de chasse et le travail du corps. Et justement, on travaille en ce sens-là, à savoir le geste doit devenir un geste réflexe. Le vrai geste du chasseur à l'arc. Le geste technique du lâcher de la flèche, quoi, la décoche. Alors par rapport à l'arme en tant que telle, bah là, l'arme en tant que telle, le longbow, c'est ce qui permet justement la meilleure, cette meilleure relation, la plus grande proximité avec le gibier, avec cette sensation de tir où tu ne vois plus ta flèche, mais tu la sens voler. Bien qu'elle t'ait quitté, tu la sens voler. clairement, l'arc est bandé en permanence. Ouais. J'arme, je décoche. On essaie? Pareil. Une autre, elle n'était pas terrible. Et justement, ce que je viens de dire, elle n'était pas terrible, c'est qu'en fait, on arrive très rarement à tirer en entraînement en réunissant toutes les qualités du tir. C'est-à-dire qu'on travaille les petits points les uns après les autres, de manière à ce que, quand tu es à la chasse, tout vient ensemble sans réfléchir. C'est plaf, et tu y vas. Que ce soit un canard au-dessus de la tête, un lapin dans les pattes, un cochon à l'approche. Il faut que tu gères tout ça à l'entraînement, mais point par point. Ah
justement par rapport à une situation donnée vécue au niveau de la chasse, un travail de passion, donc de travail du souffle aussi, de pouvoir harmoniser. Oui, il faut évidemment dominer toutes les émotions qui montent et il faut quasiment arriver à s'en servir. C'est-à-dire qu'il faut... C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne reproduit jamais en circonstances d'entraînement les conditions de chasse. C'est pas possible parce que tu n'as pas ce feu, c'est viscéral la passion de la chasse. C'est quelque chose de très puissant. Et il faut que justement, au moment crucial, tu arrives face à ton gibier en chassant avec ce feu sacré qui brûle et tu as envie de prélever l'animal et tu ne t'occupes plus de ton arc. Tu n'as plus la relation tireur, arme, cible. C'est-à-dire que tu as la relation chasse-gibier, quoi. Et fiaf, pouf. Pour revenir au travail corporel, une attitude de la main par rapport à la visée. Ah oui, tout ça c'est très lié. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce serait vraiment lassant. Ça demande des années de travail. Hein. Faut vraiment des années. Hein. Même en étant bien éduqué, on a institué au niveau de la Fédération des chasseurs à l'arc, donc au niveau français, au niveau national, des stages de formation avec des formateurs, des instructeurs régionaux et nationaux. Et bon, on éduque évidemment quant à la technique au tir, mais surtout les circonstances de chasse. Bon, là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est la technique de tir. Il faut respecter tous les axes de l'arc, ne pas vouiller la corde, décocher en laissant à l'arc rendre le maximum de son rendement, que la flèche se dégage sans flamber parce qu'elle perd de la puissance et n'arrive pas droite. Il faut arriver à adapter déjà son matériel, tirer les flèches les plus lourdes possibles. Enfin, je vous livre ça pêle-mêle, mais c'est vraiment beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Ce n'est pas une branche, une corde et un bout de bois. Hein, le matériel doit être vraiment particulièrement adapté, ne serait-ce que dans l'empennage, l'encoche, les pointes, surtout pour la chasse évidemment, parce que c'est la pointe qui fera l'efficacité de la chasse. Et tout ça, c'est très lié, ça paraît simple, mais en même temps, c'est extrêmement sophistiqué. C'est à la fois primitif et sophistiqué, je crois que c'est la meilleure définition que l'on puisse en avoir. Même dans le geste. On essaie. Pas terrible non plus. C'est la chasse que ça compte. Si à propos de flèches, Vincent, tu m'as apporté un échantillon là de toutes les pointes de chasse qui existaient. Alors, oui. Il y en a quelques modèles, effectivement, en fait, elles sont surtout regroupées par grands thèmes, parce qu'elles ont chacune leur spécificité. Ouais, aux deux extrêmes, ça c'est les encoches, on s'en moque un petit peu. On a là des exemples de des points de fil, des points d'entraînement, de cible. Bon, ça c'est les montages, on s'en fiche un petit peu. Là, nous avons des exemples de pointes à petit gibier, la pointe à semoir en caoutchouc, puis la pointe en dur, en cuivre, faite artisanalement, et la pointe en métal, on appelle ça la blunt, avec un petit artifice derrière, ça c'est pour chasser le petit gibier, disons pour obtenir plus d'efficacité, c'est quelque chose qui est vissé derrière, hein. C'est quelque chose d'autonome, ça s'emmanche sur le filetage. Ouais, c'est censé rentrer dans le gibier. Ça freine, disons que la pénétration n'est pas extrême, mais plutôt que de faire un petit trou simple, il y a un petit peu plus de dégâts, un petit peu plus d'hémorragie. Ouais. C'est pour le petit gibier hein, résistant, on ne chasse pas le gros, même bon, à la limite, j'allais dire quasiment jusqu'au ragondin et encore ses limites. Hein, plutôt le petit gibier au vol. Les pointes à semoir comme ça sont obligatoires du fait de la législation pour le tir au vol, pour des raisons de sécurité évidentes. Oui, donc là c'est uniquement tous les volatiles, canards, faisans... Ouais. Tirer au vol, parce que même pour les oiseaux, pour les tirer, parce qu'à la chasse c'est quelque chose qui paraît aberrant aux chasseurs, mais en chasse à l'arc, on peut se permettre de tirer des oiseaux opposés. Ouais. C'est même conseillé quand on chasse avec le chien, pour la récompense du chien, pour le travail. Donc là on tire avec des lames, gibier, même les oiseaux, ouais, il faut. C'est la plus grande garantie d'efficacité. Alors on a une pointe particulière, là c'est une pointe d'entraînement qui sert aussi à la chasse, c'est ce qu'on appelle la pointe judo. Tu vois, il y a des petites griffes avec des ressorts, une pointe plate au bout. C'est tout bête, c'est elle a été créée pour chasser pas pour chasser, pour s'entraîner, pour ne pas que la flèche glisse sous la végétation lorsque tu tires. Ouais, tu t'entraînes en milieu naturel. Tu n'as pas de cible. En fait, ça s'accroche dans l'herbe, dans les feuilles. Voilà. Ça évite une pénétration dans la terre. Ouais. Exactement. Là, tu as un modèle de lame que j'avais mis là pour montrer que c'était pas bon. Tu vois dans l'état où elle est complètement détruite. Donc, faut être très soucieux de la qualité de la lame. Parce que c'est le gage d'efficacité. Ça, c'est une pointe qui est interdite du fait de la législation parce qu'en fait, la longueur de lame n'est pas assez grande. Et là, on a des modèles de lames ici qui sont des lames, des pointes, des lames de chasse à lames multiples. Alors, évidemment, c'est une question de logique toute bête. Plus tu as un nombre de tranchants élevé sur une lame, plus l'effet hémorragisant dans le gibier sera important. Ouais. Par contre, plus tu as un nombre de lames important, moins ta flèche
aura de pouvoir de pénétration dans l'animal. Alors c'est un choix à faire en connaissance de cause. Je dirais qu'à la limite, quelqu'un qui tire un arc très puissant peut se permettre de tirer des multilames. Mais il aura des lames qui seront de toute manière moins pénétrantes et plus fragiles. Celle-là est d'un modèle démontable, celle-là est monobloc. Et l'intérêt d'avoir des petites encoches à l'intérieur même de la lame, ça, c'est pour gagner du... l'hémorragie ou... Ça, c'est pour gagner du poids, pour... Oui, ouais. Surtout pour gagner du poids, parce qu'en fait, c'est des lames qui viennent du marché américain, ils cherchent à avoir des projectiles légers, contrairement à nous. Puis là, on entre dans le domaine maintenant des lames monoblocs à affûter. C'est-à-dire, les lames interchangeables comme celle-là, ça permet d'acheter des lames de rasoir tout affûtées. Ouais, ça évite de se soucier de l'affûtage. L'affûtage qu'on a vu avant. Voilà. Là, on entre dans le domaine des lames qui permettent de chasser tous les gibiers existants sur Terre, hein, depuis les pachydermes jusqu'à les petits gibiers de chez nous. Elles sont très solides, elles s'affûtent, elles sont bilames la plupart du temps. Ça, c'est l'efficacité, c'est la simplicité, c'est la rusticité, mais ça marche toujours. Ouais. Avec des petits modèles économiques là, assez spéciaux. Celle-là, la pointe est tronquée parce que, pour chasser le petit gibier, pour éviter que ça casse, simplement. Et l'intérêt d'avoir ici... La forme un peu plus... c'est quasiment des artifices commerciaux. Si, il y a les conditions de vol de la... Mais là, on entre dans un domaine quasiment personnel parce que chacun a sa petite opinion là-dessus. Et au niveau du poids, est-ce qu'elle doit avoir un poids réglementaire? Est-ce que... La flèche, le poids total de la flèche, il y a un poids réglementaire, c'est 30 grammes minimum pour la chasse du grand gibier. Ouais. Le poids de la pointe, évidemment, intervient dans le poids total, mais je dirais que le plus important dans le poids de la pointe, c'est plutôt dans la... Comment dire? Dans le choix du fût. Alors là, ça devient technique parce qu'en fait, c'est une question de logique. Plus ta pointe est lourde, la flèche étant poussée par l'arrière par la corde, plus le fût deviendra flexible. Il y a un poids inerte au bout. Mais là, on entre vraiment dans la technique. La petite ville de Senlis abrite un bien joli musée, unique au monde, le musée de la Vénerie. Visite en compagnie de Jean Boquillon. De forêt. Rien donc ne pouvait mieux convenir à l'existence de ce musée unique au monde que ce cadre doublement prédestiné. En fait, ce qui se passe, c'est que les animaux, avec le temps, vieillissent relativement mal quand les conditions ne sont pas très bonnes. Surtout à cause de l'humidité, de la chaleur. Quand il y a des très grandes variations de température entre l'hiver et l'été, la peau continue à travailler, c'est du cuir, donc elle continue à travailler. Et puis il y a des fissures qui se créent, il y a des... Partout là où il y a la pâte grisâtre, en fait, c'était fissuré. Donc partout, on est obligé de refaire du faux. C'est pourquoi irréparable? Jusqu'à présent, on n'a rien trouvé d'irréparable. Alors il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Il y a le temps qui décolore le poil, qui fissure par l'humidité, par les variations de température. Et puis il y a là, en l'occurrence, les caresses des enfants ou même des adultes qui instinctivement viennent caresser le museau de l'animal. Et en 50 ans, il n'y a plus un poil sur le visage. Sur du poil qui est long, on arrive à refaire, effectivement, à remettre du poil, à réimplanter du poil. Mais là, sur un museau, le poil est tellement court, ça se verrait, ça serait hideux. Donc je suis obligé de faire du trompe-l'œil, en fait, de façon à ce que ça disparaisse un petit peu dans un ensemble. L'intérêt de la municipalité, stimulé par les amis du musée, permit que les collections soient entretenues et présentées dans le logis abbatial qui, après avoir été cédé par la famille Turquet de la Boisserie, a gardé le charme d'un hôtel provincial.
Plutôt que d'effectuer un complet et fastidieux parcours des collections, nous avons préféré une approche passionnée de la vénerie par un homme de la région, lui-même veneur. La chasse à la cour, pour moi, c'est une grande partie de ma vie. C'est un loisir. C'est également un moyen de sélection des animaux. Et puis, c'est pour nos pays de province, forestiers notamment, c'est une grande distraction pour les gens du pays. D'ailleurs, les chasses à cour sont suivies avec souvent des influences très importantes. Et puis enfin, au point de vue chien, ça permet de faire progresser l'élevage canin, le chien courant. Et au point de vue chevaux également, c'est un débouché pour les chevaux de réforme de trot, de galop. Et puis, ça permet également d'avoir des cavaliers d'extérieur qui soient très pointus, comme en Angleterre d'ailleurs. Vous avez un chien ici, c'est un chien de meute qui appartenait aux dauphins, vous voyez, qui est très poilu, alors qu'en principe, les chiens de meute, à part les griffons, ne sont pas poilus, c'est plutôt des chiens à poil ras. Alors vous avez une vieille race qui est le Saintongeois, vous voyez, qui est un peu caractérisé par ce chien blanc à taches noires, avec des oreilles avec du blanc, qui était le pur sang du chien et qui a servi de retrempe à beaucoup de races. Alors, vous avez aussi beaucoup de chiens tricolores qu'on appelle les poitevins, ou qu'on appelle maintenant, puisqu'ils ont été mélangés avec des chiens anglais, les anglo-français. Alors, les anglo-français tricolores. Alors ça, c'est un chien, c'est un matin, si vous voulez, qui servait dans le temps, quand le loup était fatigué, à l'attaquer. C'est des chiens qui étaient plus mordants que les autres. Une meute de chiens, j'allais dire, c'est un peu comme un orchestre. Si vous avez des tambours, c'est pas très beau. Si vous n'avez que des flûtes, c'est pas très beau. C'est l'ensemble qui fait quelque chose de beau. Donc, dans une meute, il faut qu'il y ait un peu de tout, mais toujours visant la qualité donc, de chasseur, d'intelligence, qui est prépondérante, et de bonne santé, d'une bonne construction. C'est ça qui est important. Le chien, c'est l'essentiel. C'est de tout temps, le chien a aidé l'homme à la chasse. Ça, le chien, pour moi, c'est la clé de voûte. Hein. Et puis, c'est très difficile à bâtir une meute. Je dis souvent aux personnes pour les faire rire, si vous trompez votre femme, vous pouvez lui expliquer, elle peut vous pardonner. Si vous trompez votre chien, eh bien, vous avez détruit en 5 minutes ce que vous avez essayé de construire en plusieurs mois. Vous avez des chiens qui sont, on dit qu'ils sont froids. C'est-à-dire c'est des chiens qui ne veulent pas chasser pour rien. Ils chassent quand ça sent la cuisine, quand l'animal commence à avoir de la chasse. Alors il ne faut pas que des chiens comme ça, mais au début de la chasse, quand vous avez derrière votre cheval 3 ou 4 chiens qui vous suivent, c'est toujours les mêmes d'ailleurs, vous dites, bon, ben ça, ces chiens-là, pendant la journée, quand on sera dans la difficulté de plusieurs animaux, dans la difficulté du change, ceux-là, s'ils chassent, c'est bon. S'ils ne chassent pas, c'est pas bon. Bon, voyez-vous, on ne peut pas aller à la chasse sans apprécier toutes les beautés de la nature. La beauté des animaux qu'on chasse et qu'on veut prendre, et puis la beauté de la forêt, de la plaine, des paysages, comme ceux que vous voyez ici, avec un clocher dans la pénombre. Tout ça, c'est accumulé, c'est une somme de plaisir. Je ne remercierai jamais assez le Seigneur de m'avoir permis de chasser pendant 25 ans, dans ces conditions, avec de bons chiens, bons cheval. Vous voyez, ça c'est donc moi,
dans la plaine de Baron, le village où je suis, en Débuché. Là, c'est encore aussi à Raret. Le chevreuil était sorti du bois, était en plaine, la nuit arrivait. Enfin, on doit s'avouer vaincu que, à la fin, quand on a épuisé toutes les possibilités de retrouver son chevreuil. Donc je regarde par terre pour voir si je ne vois pas le pied de l'animal. Les chiens font de leur mieux pour essayer aussi de retrouver l'odeur, mais ça a été sans espoir, on n'a pas pris. Tout ce plaisir que nous avons dans la nature, d'avoir des chiens, des chevaux qu'on aime. Et bien sûr, ça aboutit à la prise d'un animal, c'est le but pour les chiens. Quand vous avez en fin de chasse un chevreuil qui ne sent plus rien du tout, parce que l'odeur va en diminuant, les chiens sont à côté, ils ne le sentent pas, et la vie du chevreuil, elle est dans vos mains. Si vous ne dites rien, les chiens ils peuvent mettre leur nez dans le poil du chevreuil, si le chevreuil ne bouge pas, ils ne le prendront pas. Donc la vie du chevreuil est dans vos mains. Moi, je n'ai jamais tué un chevreuil de ma vie, à tir, je ne le ferai jamais, mais l'amour de mes chiens, le travail qu'ils ont développé, font que, eh bien, je fais bondir le chevreuil et les chiens le prennent. Mais ce n'est pas mon plaisir. Il faut le faire pour les chiens, autrement, ce n'est pas la peine de chasser à court. Parce que, comme je vous le disais au début, le chien, c'est tout. La tête de cerf que vous voyez ici vient d'un cerf qu'on appelle le cerf blanc de Bretonne, où mon frère a chassé le cerf pendant plusieurs saisons en Normandie. Et mon frère, à ce moment-là, avait une meute de chiens qui était au chevreuil et qu'il a mis au cerf. Et ce cerf blanc, on lui en avait parlé, et c'était un peu un cerf mythique. Les équipages qui se sont succédés avant mon frère, c'était l'équipage qui venait en déplacement, et jamais ils n'ont réussi à chasser ce cerf. Parce que ce cerf, blanc comme il est, était castré accidentellement. Donc, il ne sentait pas pleinement le cerf. Et il était toujours accompagné de cerfs, afin que la meute de chiens, les meutes de chiens qui étaient créancées sur le cerf, quand ils avaient devant eux plusieurs animaux, dont ce cerf blanc, ils ne se rabattaient, ils ne chassaient jamais le cerf blanc. Et ce cerf-là n'était jamais avec des biches, parce que, à l'opposé, si les chiens de cerf couraient après la harde de biche et ce cerf, les chiens se seraient rabattus sur ce cerf blanc. Donc il avait compris ce cerf, il était toujours avec des cerfs. Et mon frère, qui avait des chiens de chevreuil, qui eux ne faisaient pas le distinguo, qui n'étaient pas créancés sur le cerf, qui eux voyaient uniquement l'animal facile à prendre, ils se sont rabattus sur ce cerf-là, qui était évidemment ce matin-là accompagné d'autres cerfs. Il a été pris très rapidement par les chiens de mon frère. Et c'était le jour des morts, et les gens qui sont habituellement habitués aux chasses à courre, qui aiment avoir un morceau de cerf, personne n'a voulu manger de ce cerf blanc, parce que c'était le jour des morts, c'était le cerf blanc qui était un peu un cerf mythique. Donc voilà un peu l'histoire du cerf blanc de Bretonne. « 50% du succès à la chasse provient de la manière dont vous êtes avec vos chiens au chenil. Ayant la chance d'être agriculteur, les chiens de meute étaient à la ferme, donc je les voyais tous les jours, je les nourrissais, je les promenais, et on avait entre nous un mariage excessivement complet. Je vous disais, la difficulté la plus importante, qui est le change, quand cette difficulté paraît, eh bien vous n'y pouvez rien, parce que les hommes qui vous entourent vont vous dire « Ah, ça c'est le chevreuil, c'est le bon, je l'ai vu », mais ils se trompent presque à chaque fois, alors que les chiens, eux, se trompent très rarement. Ça arrive qu'ils se trompent quand la voie, les conditions de température, d'humidité sont mauvaises, mais en général, ils ne se trompent pas. Donc vous devez connaître vos chiens par cœur, à la gorge, tout au moins les bons. Hein. Et alors vous avez des chiens aussi qui chassent les chemins. Le chevreuil fait pas mal les chemins. Donc vous avez des chiens qui chassent les chemins. Vous avez des chiens qui chassent mieux l'eau. Vous avez des chiens qui enveloppent énormément. C'est-à-dire qu'ils, dans une difficulté, eh bien, il y en a qui sont un peu pied à pied, ça c'est pas des chiens intéressants, mais il en faut quand même quelques-uns. Et puis vous avez des chiens qui enveloppent dans un rayon de 300, 400 mètres, dans les forêts claires, bien sûr.
Alors donc il faut tout. Hein. Votre prochain rendez-vous nous amène dans la vallée centrale du Chili à une chasse aux faisans. À bientôt dans Chasse Passion.